C'est parti. Bien. Bonjour Roland. Salut Vincent. Alors, je pense que c'est important qu'on explique un peu notre projet, hein, tous les deux Absolument. ensemble. On s'apprécie, on a travaillé ensemble, on travaille encore ensemble, on se lit, on estime réciproquement nos travaux. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour tout ce que tu as écrit, pour l'ensemble de tes recherches, de tes ouvrages, de ton œuvre, comme on dit. Et donc, partant de ce postulat, on a décidé de se voir une fois tous les 15 jours, enfin 2 fois par mois, en fonction des possibilités qu'offrent nos agendas, pour parler à la fois de philosophie, de psychanalyse bien sûr, mais aussi de société, enfin de faits de société, d'actualité, de littérature, de poésie, enfin de tout ce qui fait cette espèce de salmigondis qui nous intéresse tous les deux, qui nous ébranle tous les deux aussi. Et donc, la question, c'était de se dire, bon, deux psychanalystes dans la ville, euh, pourquoi le regard d'un psychanalyste, qu'est-ce que ça pouvait apporter en plus sur les questions de société, sur ce que nous vivons actuellement, est-ce qu'on était en capacité de mettre un peu du sens sur ce que d'aucuns appelleraient un peu la folie ambiante de l'époque. Et donc voilà, donc c'est le premier numéro j'espère, longue série de discussions et de conversations dans l'esprit de ce que j'aime particulièrement, c'est-à-dire la conversation à la française. Alors effectivement, qu'est-ce que deux psychanalystes viennent faire dans cette galère de la société, de la culture, de la politique, aussi de la science, on parlera aussi un petit peu de Oui, bien science. sûr. Et puis on invitera aussi, si ce n'est des auteurs, au moins leurs ouvrages, puisqu'on aime bien écrire et lire tous les deux, Oui. bien sûr. Euh, Moi je crois qu'il faut à tout prix éviter la position d'expertise, c'est pas notre truc, et au contraire, nous avons, je dirais, longuement pourfondu cette espèce de folie d'expertise qui est souvent le prétexte à légitimer des positions a priori ou des Oui. positions idéologiques. C'est pas notre truc. On va pas parler en tant que psychanalyste. On Mmh. va dire que notre expérience de psychanalyste, notre pratique, notre trajectoire fait que peut-être que on peut approcher un peu autrement les événements. Alors moi j'aime bien cette idée qu'on doit à Freud, hein, c'est-à-dire écouter tout discours comme un discours de rêve. Mmh. Alors on Mmh. peut considérer finalement écouter tout discours sur l'événement ou des événements comme des discours de rêve. Alors une fois qu'on a dit ça, ça veut pas dire qu'on va se mettre à déchiffrer, à interpréter, c'est Mmh. pas ça. Mmh. On va dire que on va considérer à partir de ce moment-là que les émergences, ce qui se passe, qui apparaît aujourd'hui comme, on dira, de l'événementiel, de l'actualité, ça ne s'épuise pas simplement au niveau du sens actuel. C'est-à-dire que, comme pour le rêve, de la même manière que dans le rêve, on va chercher des souvenirs des jours précédents, ce qu'appelle Freud appelle les restes diurnes, hein, des Mmh. Mmh. souvenirs très frais. De la même manière, ces souvenirs, ils sont travaillés, caviardés, élaborés par une histoire beaucoup plus ancienne, par un originaire finalement. On retrouve aussi d'ailleurs cette idée chez le philosophe Walter Benjamin, hein, c'est-à-dire qu'en gros, maintenant n'est pas seulement maintenant, hein, c'est quelque chose d'un temps originaire. Il y a à la Mmh. fois quelque chose du passé, quelque chose du futur, et c'est peut-être cette approche-là qui pourrait être intéressante. Donc l'idée, c'est pas de courir après. D'ailleurs, je crois que c'est un de tes termes que j'avais lu, et je t'avais déjà posé la question à l'époque, mais je me souviens plus bien de ta réponse, de ne pas courir après l'infobésité. Moi, j'aime beaucoup ce mot. Je ne sais Mais pas si tu en es l'auteur. En tout cas, alors, je crois que j'en suis l'auteur, mais que d'autres aussi l'ont utilisé. Je crois que Bruno Patino l'a aussi utilisé. Il y a des comme ça, tu vois, de temps à autre. Je suis toujours frappé. Moi, j'ai parlé de l'extrême centre quand Macron a été élu, mais Pierre Cerdin, qui est un historien extrêmement estimable, aux travaux très importants, en a aussi parlé. C'est devenu aussi un peu son concept. Donc, je crois que ça arrive comme ça. Je crois que le problème, c'est que les mots ne nous appartiennent pas d'une certaine manière. C'est nous qui avons tendance à appartenir aux mots sans le vouloir d'ailleurs, hein. Souvent pour le meilleur et pour le pire, mais ça c'est une autre histoire, on en parlera si on aborde la question par exemple des passions, que ces passions soient les passions amoureuses ou les passions politiques.
ça peut faire l'objet effectivement faire, d'un épisode, voilà, parce que voilà. les passions te passionnent, je crois. Les passions me passionnent. c'est- Oui, c'est ce que m'avait dit mon directeur de thèse de l'époque, qui était Didier Anzieux. Roland, les passions vous passionnent. Oui, bon, ben, c'est comme ça, quoi. Le langage aussi, Alors, d'ailleurs. justement, je t'interromps, justement, alors, ne pas courir après l'actualité, toutefois, ce que pourrait apporter de psychanalyste comme regard, comme nouvelle vue, si je puis dire, vue de notre fenêtre, c'est quand même étonnant cette époque où on pourrait se dire qu'il y a eu du progrès scientifique, économiquement ça va pas si mal que ça, les experts s'accordent à le dire. Et alors pourquoi on devient comme ça, on se réfugie vers le malheur, on a l'impression que on est en train d'aller vers la guerre. Comment tu l'expliques, toi, ça, cette situation? Quelle est ton analyse? Bon, alors, je me poserai je me poserai plutôt la question. Je me poserai la question autrement, à partir de Oui, la question je t'écoute. que tu me poses, hein. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui fait que, alors qu'on pensait que tout irait vers, je dirais, une espèce de mondialisation de la démocratie, de la même manière qu'il y a eu une espèce de globalisation marchande, de globalisation culturelle, etc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à contrario de ce à quoi on pouvait s'attendre dans les années 80, qu'est-ce qui fait que les démocraties sont décriées? Qu'est-ce qui fait que les régimes démocratiques s'amenuisent? Qu'est-ce qui fait que les courants, on peut dire, antidémocratiques ou anti-humanistes tendent à ressurgir en masse? C'est quand même ça la grande question. Et moi je crois qu'on peut la poser à propos, je dirais, de ce à quoi nous assistons, qui est du côté de ce que Thérèse Delpech appelle l'ensauvagement du monde. J'aime bien ce terme, tu vois. Qu'est-ce que tu entends dans ce terme, l'ensauvagement du monde? L'ensauvagement du monde, c'est un peu comme le concept de décivilisation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'utiliser de manière idéologique ou de manière un peu injurieuse, tu sais, comme ça a été fait, comme tu le sais, par notre président de la République après les émeutes de 2023 et la mort du jeune Naël, lorsqu'il a jeté un peu l'anathème sur cette décivilisation qui serait la particularité de certains individus ou de certaines communautés et autres. Et on sait que les courtisans ont immédiatement fait écho à la voix de son maître, Olivier Véran, Jérôme Fourquet, que j'aime bien, Jérôme Fourquet par ailleurs. Mais bon, voilà, il se trouve qu'on a commencé à imputer cette décivilisation, cet ensauvagement du monde à l'éducation de l'enfant roi, etc. Et je crois qu'on est complètement à côté de la plaque, parce que c'est pas ça qu'on prenne justement les travaux importants de Norbert Elias. Tu sais que j'ai consacré mon dernier essai à cette question de la décivilisation. Décivilisation, qui s'appelle décivilisation d'ailleurs. Vous comprenez le travail de Thérèse Delpech sur l'ensauvagement du monde. Ce à quoi on insiste, c'est un constat, je dirais, qui amène à créer ce concept d'ensauvagement du monde ou de décivilisation pour montrer que ça fait partie des processus de civilisation, c'est-à-dire que les processus de civilisation ne sont pas linéaires, ils ne vont pas toujours vers un avenir qui chante, ils ne vont pas toujours vers le meilleur, ils sont pris dans des forces contradictoires et principalement, si on prend la question de l'ensauvagement du monde, cet ensauvagement du monde, cette espèce de brutalisation des rapports sociaux, cette espèce de sentiment, et peut-être de réalité d'ailleurs, que la violence est plus que jamais à l'ordre du jour, eh bien, c'est dû notamment au déséquilibre majeur entre le développement scientifique, économique, technologique et la capacité, je dirais, de sagesse pratique des individus, des sociétés, des citoyens, des pays. C'est ça, c'est cet écart. Et ça, on le retrouve d'une certaine manière, si tu veux, du point de vue de la clinique psychanalytique et psychiatrique, c'est-à-dire lorsqu'il y a un déséquilibre majeur entre les moyens, pourrait-on dire, presque moteurs, presque de force, et puis les capacité psychique à les utiliser, vers quoi ça débouche, c'est quelque chose de l'ordre justement de la violence, c'est quelque chose de l'ordre de l'agressivité. C'est un point qui est très important. Et
je pense que ça a été montré aussi par des sociologues. Hein. Je cite beaucoup, moi je fais partie des gens qui aiment bien citer, parce que tous ces gens m'ont apporté quelque chose. Et on fera sûrement une émission sur la dette, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une société qui dénie justement ce que l'on doit aux autres, et ce que l'on doit notamment aux traditions, aux travaux antérieurs, etc. Oui, on n'est pas d'une étoile. Hein, on ne tombe pas d'une étoile, on est produit de... On n'est pas des champignons, voilà. On n'est pas tout seul. Voilà. Bon. Alors ça, on en reparlera. Et donc, je crois que si on prend les travaux de Jean Friedman, par exemple, il va parler de ce grand déséquilibre entre, je dirais, le développement des techniques, le développement de l'industrie, le développement scientifique, le développement du savoir, et puis les capacités sociales, psychiques et symboliques, on pourrait presque parler de culture, si tu veux, et à même de les utiliser. Et c'est ce grand déséquilibre qui est majeur. Alors, à la fin du XIXe siècle, justement, il y a cette idée que, en gros, la sagesse, en gros, la justice sociale, en gros, la raison citoyenne, eh ben, elle sera formée, elle sera presque une sécrétion de la réussite industrielle, de la réussite économique, du développement des technologies. Et finalement, c'est à l'intérieur même de l'économie, c'est à l'intérieur même du progrès technique, c'est à l'intérieur même du progrès scientifique que va se fabriquer la raison citoyenne. Et ce n'est pas du tout ce à quoi on a assisté. Et c'est ça qui est extrêmement important. C'est vrai qu'il y a cette phrase de Théodore Adorno que j'aime beaucoup, qui dit « il faut défendre le progrès contre la séduction du progrès ». Sinon, ça devient une illusion, sinon, ça devient un mirage. Alors, j'ai un peu perdu en cours de route ta question, mais de toute façon, c'est une conversation, c'est fait pour ça. Ben, je crois que notre étonnement devrait nous étonner, c'est-à-dire que déjà, à la fin du XIXe siècle, déjà entre les deux guerres, on a déjà assisté, d'une certaine manière, à la remise en cause de ces idéaux révolutionnaires, de ces idéaux démocratiques, de ces idéaux humanistes qui étaient apparus. Hein. Je crois que c'est ce point qui est extrêmement important. On devrait s'étonner de notre étonnement. Je veux dire, rien ne dit qu'il y a un développement vers le futur du meilleur. Hein. Il y a une phrase de Freud que j'aime bien, on en profite pour citer Freud. Puisque, bien sûr, c'est le patron. Ouais, c'est quand même, oui, quelque part, oui, le saint patron. Bon, ben, il dit à un moment donné, je crois que c'est dans Actuel sur la mort, si mes souvenirs sont bons, il dit quelque chose comme ça. Il dit que vraiment, on est en pleine Première Guerre mondiale, donc les gens s'entretuent, les États... Ses fils sont au combat. Ses fils sont au combat, donc on est en train de faire de commettre les pires horreurs, et il dit, finalement, ce qu'en temps de paix, on aurait absolument reproché à l'individu de tels comportements barbares, cruels, dénués d'empathie et autres, comment se fait-il qu'aujourd'hui les États eux-mêmes adoptent ce type de conduite et il dit donc, qu'est-ce qui fait que nous soyons à ce point désillusionnés justement par le progrès des mœurs auxquelles nous avons d'une certaine manière adhéré jusque-là. Ben, il dit cela provient d'une illusion qui est que les hommes, contrairement à ce que l'on pense, ne sont pas tombés aussi bas que ce que nous le craignons, parce qu'ils ne s'étaient pas élevés aussi haut que nous le pensions. Donc, en gros, bon, je cite approximativement, il faut bien sûr aller voir le texte freudien, mais ça veut dire quelque part que on tient beaucoup à cette espèce de mirage que le progrès, il est linéaire et qu'on est à même de tirer les enseignements de ce qui a pu se passer et en tirer l'expérience. Je crois que tu peux toi aussi apporter plusieurs témoignages qu'il n'en est pas ainsi. Dans plusieurs pays. Oui, bah après oui, dans plusieurs pays, mais je pense que ça peut faire le sujet d'un prochain épisode. Hein, moi j'ai une question qui me vient parce que, comme tu le sais, j'ai vécu 12 ans en Chine et puis j'y ai étudié quand j'avais 18 ans, donc j'ai découvert finalement ce monde. Alors c'est drôle parce que lorsque j'étais étudiant à l'université École normale supérieure de Pékin,
c'est l'époque à laquelle je lisais George Orwell, et 1984 d'Orwell, et je trouvais déjà des incointances avec le régime mis en place de Deng Xiaoping à l'époque, qui a conduit, comme on le sait, à cette révolte étudiante et la terrible nuit du 4 juin. Mais ce qui m'interroge maintenant, c'est qu'en voyant mais je te le dis, ça fera probablement, parce que ça va être un peu long, le sujet d'un prochain épisode, c'est quand même, puisque j'y retourne régulièrement, j'ai l'impression que le peuple chinois, l'homme de la rue, comme on dit, est finalement plus heureux, s'accommode plus facilement de ce que tu pourrais appeler le technofascisme, en fait, que nous, ici, en Europe, en Occident. Alors, nous, ce qu'ils nous disent comme témoignage, c'est que sur la démocratie, quand on leur dit, la démocratie, ils nous disent, mais finalement, la démocratie, vous avez cherché à l'imposer partout. Or, je crois que c'est une phrase de toi, je te cite, hein, tu m'excuses, mais tu m'avais dit un jour, et cette phrase m'avait plu, tu m'avais dit, de toute façon, dès qu'on vous impose quelque chose, ça déclenche de la colère. Et c'est peut-être ça, cette réaction anti-démocratique, enfin anti-occidentale. C'est peut-être que, je m'interroge, hein, ce n'est pas une vérité absolue, hein, parce que c'est une hypothèse. C'est peut-être que les Américains en tête de gondole, si je puis dire, ont voulu, et puis nous derrière, ont voulu trop imposer cette idée démocratique. Question. Ah oui. De toute façon, alors, il y a un très bon travail de Winnicott là-dessus, sur l'impossibilité de greffer la démocratie. C'est-à-dire que si on greffe... C'est dans quel ouvrage ça? Alors, c'est dans les conversations ordinaires. Ah oui, d'accord. Il y a un très beau texte sur la démocratie. En gros, il fait de la démocratie quasiment l'extension du holding familial. Je trouve ça c'est génial. C'est un peu comme François Dolto ou Winnicott. Ça paraît simple et c'est très compliqué conceptuellement, mais bon, c'est un autre problème. On fera peut-être un jour une émission là-dessus, ou au moins on bavardera, ou dans l'émission ou ailleurs, sur cette question. Et c'est certain, c'est-à-dire que c'est un greffon, donc il y a obligatoirement du rejet. La démocratie, d'une certaine manière, il faut qu'elle vienne à terme comme un fruit mûr, qui finalement doit pousser sur l'arbre. On ne peut pas aller l'accrocher pour faire joli, quoi. Ou bien pour manipuler. On a bien vu comment, effectivement, notamment les États-Unis se sont bien plus, au nom de la démocratie, à finalement faire pas mal de colonialisme et de nouvelles formes d'impérialisme. C'est aussi un autre problème sur lequel on reviendra. Voilà, alors, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Moi, je crois que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, si tu veux, et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est de l'actualité, hein, mais on voit bien, les Pays-Bas viennent d'avoir un vote aux élections législatives où le centre et l'extrême droite sont quasiment à parité, petite avance pour le centre, mais très peu. On voit bien la poussée du Rassemblement national en France, on voit bien la montée d'une certaine façon à peu près dans toute l'Europe, une espèce d'urbanisation justement de l'Europe. On voit bien comment en Amérique du Nord et en particulier aux États-Unis, il y a eu cette poussée quand même, je dirais, si elle n'est fasciste, il y a du moins un potentiel fasciste, hein, c'est ce que dit Paxton quand même, qui est un grand spécialiste de ces questions, et bien d'autres encore. Je crois que c'est d'une certaine manière une espèce de déshabillage de l'illusion démocratique. L'illusion démocratique qui fait qu'on a donné, il y a un très beau texte de Jaurès aussi là-dessus, une très belle conférence de Jaurès là-dessus, qui dit en gros, vous avez accordé, il s'adresse à l'Assemblée nationale, aux députés, et il dit, vous avez accordé la liberté politique au peuple. Hein, et donc, vous avez mis un terme à la vieille chanson qui berçait la misère humaine. C'est une phrase que j'aime beaucoup, que j'utilise parfois dans mes propres travaux, parce que je trouve très belle cette phrase. Il y a un très beau texte de Jaurès. Mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Vous avez donné au peuple la liberté politique, mais sans leur accorder les moyens économiques de l'exercer. Et donc, aller plus loin. Accorder aussi
une liberté économique, donner les moyens au peuple. C'est exactement ce qui s'est passé au moment des élections de 2024, lorsque Macron a dit je donne la parole au peuple, et qu'il a dissous l'Assemblée nationale. Mais il a donné la parole au peuple sans lui donner les moyens de l'exercer. Le temps était très court, cela supposait quand même un véritable débat politique. Ça n'a pas été le cas. Or, chaque fois que tu accordes une liberté politique qui n'est pas accompagnée des moyens, pas seulement économiques, on y reviendra, mais économiques et culturels de l'exercer, à ce moment-là, effectivement, tu mobilises une désillusion, de la colère, du désespoir, et cette idée, on pourrait peut-être essayer autre chose, et cette autre chose qui parfois renoue avec quelque chose qu'on a bien connu et dont on ne reconnaît plus tout à fait le visage, parce qu'on a oublié finalement les cauchemars que cela nous a fait vivre. Il y a une phrase de Brecht que j'aime beaucoup comme ça, qui dit « Lorsque les veaux ont été déçus par ceux qui les ont nourris, tondus et gardés, ils sont allés essayer le boucher qui n'avait pas encore essayé, je cite de mémoire. Bon, c'est un peu ça. Et donc, si tu veux, je crois que c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est l'effondrement des illusions démocratiques. C'est-à-dire, c'est une fatigue démocratique, tu vois. Il y a une fatigue politique, une fatigue démocratique, et on l'a déjà dans l'histoire, bien évidemment, éprouvé, expérimenté, vécu, avec ce risque majeur de s'en remettre lorsqu'il y a cette espèce de désillusion, de vide en quelque sorte, de chute des idéaux. Il y a le chaos, le chaos qui est plutôt du côté du trop-plein et pas d'ailleurs du côté du vide, mais c'est encore notre problème dont on pourra parler. Et à partir de ce moment-là, il y a une espèce de sidération, une espèce d'angoisse, il y a une espèce d'incertitude face à cette instabilité dont on ne voit pas en quelque sorte le potentiel de richesse. Et du coup, il faut vite trouver, pourrait-on dire, un fétiche auquel finalement s'accrocher, qui est bien souvent une espèce de leader autoritaire qui dit en gros vous allez retrouver la France d'avant, vous allez retrouver le chez nous d'avant. Une fois que les autres seront foutus à la porte de chez nous, on sera chez nous, comme si finalement l'unité de l'identité nationale, elle était fondée sur l'exclusion. On connaît bien. Voilà. Bon, si tu veux, donc moi je ne suis pas du tout étonné, et je crains malheureusement que ça ne soit que le début, je ne suis pas du tout étonné que face à la chute des idéaux démocratiques et à cette fatigue politique, et finalement, le peuple, parce que c'est un point important dans la montée de l'extrême droite, il y a bien sûr des origines, je dirais, traditionnelles, conservatrices, héritées on va dire, de tout ce qui est réactionnaire, pour aller vite, que ça c'est du côté de la bourgeoisie, de la noblesse, etc., du bonapartiste, mais il y a aussi quelque chose du côté plébéien. On en reparlera peut-être un jour. On le voit très bien chez Mussolini, que j'ai un peu travaillé grâce à Antonio Squarci notamment. Mais, oui, donne les références de ce livre-là dont tu m'as parlé, j'ai oublié de le noter. Sur Mussolini. C'est M, oui. l'enfant du siècle. Oui, d'accord. L'enfant du siècle, qui est le premier tome. Puis il y a le deuxième tome et le troisième tome qui s'appelle le deuxième tome, je n'ai plus le titre en tête. Et le troisième, c'est Squarci, un type formidable, un type extraordinaire. Moi, j'ai dévoré. Alors, le troisième tome, je dois l'avoir par là, il fait 1000 pages, tu vois. Et le premier tome, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, il doit faire 900 et quelques pages. Enfin, c'est des gros trucs, mais c'est du roman historique. C'est un peu comme ton Petrov, tu vois. C'est à la fois... c'est à la fois vrai et c'est romancé. C'est romancé. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que j'aime beaucoup d'ailleurs ce que tu écris. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Squarci, parce qu'on voit bien
avec Mussolini, mais je pense qu'il faudra consacrer une émission si on parle de cet ouvrage et de Mussolini. On voit bien comment le type, il vient quand même du Parti socialiste, enfin, il vient quand même de la gauche, et il va rester, bien sûr, la différence, quand il se fait exclure, quand il se fait virer du journal du journal socialiste, et que finalement il est viré du parti, il va monter son propre journal, il va monter son propre parti, c'est-à-dire les faisceaux de combat. Il va finalement comprendre aussi la désillusion produite en 1918-1919, parce que Gabriel D'Annunzio appelle la victoire mutilée, c'est-à-dire que les Alliés n'ont pas tenu la promesse à l'égard des Italiens de leur donner une partie du côté de Fiume, Trieste, etc., qu'ils ont laissé donc, aux Autrichiens. Et donc, cette victoire mutilée fait que ce sont des vainqueurs vaincus. Et cette humiliation, elle va être exploitée. Et là, Mussolini, il va recycler la colère de ce qu'on appelle les arditi, c'est-à-dire les hardis, qui sont les têtes brûlées, qui étaient dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, mais dans une posture de commando, etc. Et il va dire, ceux des Italiens qui n'ont pas donné leur sang doivent donner de leur argent. Et pendant un temps, Mussolini va énormément s'appuyer sur un programme, je dirais, enfin, quand je dis programme, je pense notamment au programme de juin-juillet 1919, un programme électoral où il est d'ailleurs complètement écrasé, il n'a aucun élu, etc. Et ses anciens amis qui sont devenus ses ennemis se baladent avec le cercueil de Mussolini dans la ville, etc. Bon, c'est dire. Et en gros, c'est de l'extrême gauche. Si je prends ce programme, on le fera peut-être un jour, on dira le programme, tu vois, c'est un programme d'extrême gauche. Il est plus extrême gauche que LFI aujourd'hui, tu vois. Bon, et pendant un temps, il hésite, quoi. Et c'est d'ailleurs plus ses conseillers, tu vois, comme César Rossi et Bianchi aussi, Michele Bianchi, qui vont le pousser vers la droite et l'extrême droite. Mais attends, c'est pas n'importe quelle droite, c'est pas n'importe quelle extrême droite, c'est quelque part, et on le voit aussi avec le nazisme, c'est national et socialiste. C'est ça qui est très important. Et tu le vois actuellement. Tu vois bien actuellement au niveau du Rassemblement national, ils ont une intelligence politique qui font que leur stratégie, c'est d'essayer de faire le grand écart entre, je dirais, les revendications populaires qu'ils ne peuvent pas lâcher et les intérêts, je dirais, de la grande bourgeoisie, des industriels, etc., qu'ils ne veulent pas abandonner. Et donc, ils jouent là-dessus. Et c'est exactement ce qu'a fait, si tu veux, Mussolini. Et par exemple, quand Gabriel D'Annunzio est en colère contre Mussolini, parce que Mussolini ne l'a pas soutenu dans l'affaire de Fiume, où il est allé occuper Fiume, il attendait que les squadres, les squadristes et les miliciens et les mussoliniens aillent le soutenir, etc. Mussolini a joué double jeu comme il l'a fait tout le temps, et l'a laissé tomber. L'injure de Gabriel D'Annunzio, c'est vous allez être, en gros, les gardes-chourmes des propriétaires terriens, des grands industriels. Ça, c'était à claque. Parce que, justement, c'est ce qui va naître à la fin du XIXe siècle, un jour on en reparlera, à partir des travaux de Yves Sternel, pour lesquels j'ai une très très grande estime, et puis en les deux guerres avec le nazisme et avec le fascisme, il faut pouvoir, ce sont des parties de masse, et donc il faut pouvoir jouer à la fois sur, je dirais, la séduction hypnotique du peuple, et en même temps, justement, les valeurs conservatrices et réactionnaires du capitalisme. Et si tu veux, ça, on ne l'a jamais traité. Peut-être je ne veux pas faire un cours, donc peut-être pour terminer sur ta question, je ne sais pas si tu as d'autres questions, ou si on verra une autre fois. Mais si tu veux, en gros, on peut dire que tout ça, c'est d'une certaine manière la contradiction structurale fondamentale qui existe entre le message des Lumières, 1784, quand qu'est-ce que les Lumières, sort de l'état de minorité dans lequel tu te complais toi-même, ne te fie qu'à ta raison pratique et à ta loi morale, c'est formidable, c'est un message d'émancipation, c'est l'espoir,
ça va faire flamber, si tu veux, le printemps des peuples de 1848, en toute l'Europe, c'est cette liberté-là. Et puis, cette liberté politique-là, elle vient s'effondrer en se heurtant au mur des exigences capitalistes de la deuxième révolution industrielle, où il faut envoyer les gamins de 7-8 ans bosser, à la mine, il faut le contrat de louage des ouvriers, donc il faut prolétariser. Zola, tout de suite. Et donc, à partir de ce moment-là, ce message, c'est un mensonge, tu vois. C'est un mensonge. Et là, tu vois apparaître la figure de Barrès, de Maurice Barrès, c'est le travail de Yves Sternel, tu vois apparaître justement des mouvements, si tu veux, à la fin du XIXe siècle, qui vont devenir, on va dire, les graines de ce que deviendra les plantes fascistes et nazies. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de cet ordre-là. On n'a pas réglé ce problème. Comment concilier, en gros, le message d'espoir du libéralisme philosophique, de l'égalité démocratique, avec les exigences capitalistes qui, pour lutter contre la baisse tendancielle du taux de profit, exploitent de plus en plus le capital vivant. C'est la grande thèse de Marx dès le début. Ça, on ne l'a jamais réglé. Deleuze en parle très très bien d'ailleurs. Et ça, c'est pas réglé. Et cette contradiction, on ne l'a pas réglée. On ne l'a pas réglée à la fin du XIXe siècle, on ne l'a pas réglée entre les deux guerres, et on ne l'a pas réglée aujourd'hui. Alors, je vais me dire, oui, mais on a eu quand même de belles décennies, dont moi, par exemple, à mon âge, j'ai profité. Il ne faut pas écouter les conneries de l'autre, là, comment il s'appelle déjà, le papy boomer, là. Bayrou. Ouais, voilà. Ouais, bon. Mais, parce que ça n'a pas toujours été très rose, et ça aussi, non, on pourra faire sûr. une émission là-dessus. Est-ce qu'il faudrait tuer les vieux? C'est une bonne émission, ça, tu vois. On pourrait inviter Bayrou, d'ailleurs, puisqu'il en fait partie. Mais, tu vois, et donc, c'est parce que je crois qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe, notamment, était dans un tel état de délabrement qu'il y a eu une espèce de souffle humaniste, d'esprit de Philadelphie, pour rendre le travail d'Alain Supiot, auquel je me réfère aussi bien souvent, c'est-à-dire où, finalement, ce souffle humaniste, il va pour aller vite des chrétiens démocrates, tu vois, jusqu'aux communistes, en passant par les gaullistes, les socialistes, etc. C'est cette idée que plus jamais ça. Et si on veut éviter les guerres fratricides, il faut parier sur la santé, sur l'éducation, sur la justice, sur la culture, sur le social. Il y a cette idée-là. Et donc, ce qu'on appelait les 30 glorieuses, qui n'ont pas toujours été assez glorieuses que ça, mais ces 30 glorieuses, ce qu'on a souvent oublié de dire, c'est que économiquement, s'il y a eu justement, d'une certaine manière, ces productions de richesse, elles ont été aussi corrélées à une certaine spiritualité politique. Et cette spiritualité politique, elle a été, je dirais, atomisée, pulvérisée progressivement par l'école néolibérale des économistes. Et l'espoir serait justement que ça revienne par l'esprit du Conseil national de la résistance, finalement, c'est ça dont tu parles. Oui, mais n'oublie pas quand même que l'idée, comment il s'appelait l'autre, bon, peu importe, qui était Denis Meslier, je crois, on retrouve le nom. Moi, tu sais, j'ai besoin de mes fiches, c'est comme quand j'écris, qui disait il faut détricoter le programme du Conseil national de la résistance. Et depuis, on va dire, les années 2000, c'est ça qui est en train de se passer. Je veux dire, l'émergence de Sarkozy, si tu veux, et puis de sa suite, ça a été de détricoter, justement. Ça commence avant Sarkozy. Je veux dire, il y a Margaret Thatcher, Reagan, c'est les pires horreurs qui aboutissent dès les années 80. Mais il est là, ce détricotage, tu vois. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'on a mis un peu des protections sociales. On ne les a pas mises à l'os encore, le pire encore devant nous, pour aller vite. Mais tu vois, en gros, ce souffle humaniste, il est retombé, quoi. Et je crois que c'est cette spiritualité politique qu'il faut retrouver. C'est pour ça que pour moi, la culture, c'est quelque chose d'essentiel. Peut-être que ça n'obéit pas à l'utilité de l'exploitation financière, encore que c'est notre problème sur lequel on pourra peut-être un jour parler. Mais c'est essentiel, c'est-à-dire que il faut qu'on se donne les moyens à la fois politiques, économiques et culturels
de faire face à cette espèce de fatigue démocratique et de désillusion. Parce que la désillusion, tu le sais bien, dans la psychanalyse, ça peut être aussi l'occasion de nouvelles créations. C'est pour ça que je ne serai pas aussi pessimiste que parfois je peux en avoir l'air lorsque j'expose un peu mes derniers travaux, hein, parce que je ne suis pas pessimiste. Je pense que ces moments comme ça de transition sont des moments, bien sûr, pour reprendre la fameuse phrase de Gramsci, hein, dans le clair-obscur naissent les monstres, bien sûr, mais peut aussi émerger l'espoir. Il peut y avoir aussi un désir de démocratie quelque part. Donc aujourd'hui, on en prend plein la gueule parce que ce n'est pas ce désir-là qui se manifeste, c'est au contraire le désir d'en finir avec la démocratie et les lumières noires, les lumières sombres qui sont portées, notamment, ça aussi, il faudra qu'on en parle un jour, par les États-Unis, et notamment incarnées dans la figure du vice-président Vance de J.D. Vance des États-Unis. Ces lumières noires, elles sont typiquement, je dirais, des anti-lumières. Tu vois. Or, les anti-lumières, si on reprend Sternel, c'est par là que commence le fascisme. C'est pour ça que tu faisais allusion au technofascisme dont j'ai parlé notamment dans un papier à propos du couple Trump-Musk. Mais Musk peut avoir divorcé de Trump, c'est pas le problème, on s'en fout. Les deux représentent un courant, si tu veux, qu'on trouve toujours. C'est-à-dire que tu prends Hitler, tu avais tous les scientifiques qui croyaient dans le futur presque transhumaniste, hein, l'industrie, la technique et autres, hein, Albert Speer, etc. Et puis tu prends et Hitler, bien sûr, il y a des valeurs très réactionnaires. Et puis tu prends Mussolini, c'est pareil, tu as le courant futuriste avec Marinetti, et puis tu as bien évidemment les valeurs réactionnaires des propriétaires terriens, de la tradition, etc. Bon, au point que Mussolini, qui était anticlérical, qui était laïque, eh ben, il va bien sûr se faire bénir par le pape, avec les accords avec le pape. De la même manière qu'il était républicain et anti-royaliste, il va faire alliance avec le roi. C'est d'ailleurs le roi qui ne signera pas les décrets qui auraient pu permettre d'arrêter la marche à Rome. Tous les hauts fonctionnaires, je dirais, du ministère intérieur demandent au roi de signer pour arrêter cette marche à Rome. Le roi, bon. Bref, donc si tu veux, cette espèce de copulation, je dirais, entre un courant très futuriste de tout parier sur l'industrie, tout parier sur la technique, tout parier sur la science pour fabriquer un homme nouveau, et en même temps le courant le plus réactionnaire, si tu veux, des traditions nationalistes, des traditions religieuses, etc. C'est ça, c'est justement cette conjonction, c'est cet attelage-là qui permet à la fois de maintenir la mainmise sur le peuple, tout en servant à l'ordre du jour, comme disait Éric Vuillard, des intérêts des oligarques. La première page de l'ordre du jour de Vuillard, d'ailleurs, est une des plus belles pages de la littérature, je trouve. Alors, moi, j'aime beaucoup Éric Vuillard. Ouais. On s'arrête là pour aujourd'hui ? Je pense qu'on va s'arrêter là. On se retrouve dans 15 jours ? On se retrouve dans 15 jours. Bien. Si Dieu veut. Avec plaisir.